Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission spéciale sur le professeur Matungulu Mbuyamu Ilankir Freddy. Nous allons, avec mes confrères sur ce plateau, aborder quelques questions d'actualité. Monsieur le professeur Matungulu, vous le savez, a participé à ce grand messe qui a eu lieu à Genève, en Suisse, et il est un membre déterminant dans la coalition Lamouka. Je ne suis pas seul sur ce plateau. À mon extrême gauche, vous avez Jonji de Canal Kin Télévision. Mon voisin immédiat, c'est Eric de Antenna, et moi-même, Luc Mikomokabongatre de Congo Web. Professeur, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, bonjour. Tout à l'heure, nous avons dit que nous allons aborder, entre autres, la question électorale. Mais il y a quelque chose d'abord qui m'échatouille un peu. Votre nom, c'est Matungulu Mbuyamu Ilankir. Matungulu, on connaît, c'est l'oignon. Mbuyamu Ilankir, on ne connaît pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je crois que d'une façon générale, Mbuyamu Ilankir, ça veut dire quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Parce que c'est quelqu'un qui sait tenir la parole, qui a le sens de la parole donnée. Et donc voilà ce que je peux dire d'une façon générale. Matungulu, vous l'avez dit, c'est l'oignon chez nous ici en République démocratique du Congo. Voilà le sens qu'il faut donner à mes deux autres noms qui viennent après mon nom de famille qui est Matungulu. Très bien. Alors, je disais tout à l'heure que vous avez participé à la grand-messe qu'il y a eu à Genève, de laquelle est sorti M. Fayulu Madidi comme candidat unique à l'époque de l'opposition. Mais au sein de l'opinion, l'on vous accuse, vous qui avez participé à cette rencontre de Genève, d'avoir monté un coup fourré contre les deux candidats, M. Kamere et Félix Tshisekedi, afin de sortir M. Matungulu, M. Fayulu comme candidat unique. Que s'est-il passé exactement à Genève? Oui, d'abord, je crois que c'est important de dire que nous n'avons qu'un seul candidat commun, authentique, l'opposition, et c'est M. Martin Fayulu, parce que son acte de désignation, vous ne l'avez pas oublié, a été signé par les 7 leaders, alors que l'autre candidat, dit commun, l'opposition, n'a été finalement choisi que par 2 des 7. Donc c'est important, je crois, que nous puissions le relever. Nous n'avons qu'un seul candidat commun, authentique, l'opposition, et ce candidat unique, commun, authentique, l'opposition, c'est M. Martin Fayulu. Maintenant, évidemment, j'ai entendu beaucoup de choses au sujet de ce qui se serait passé à Genève. Je crois que plusieurs de nos amis ont expliqué déjà ce que nous avions fait à Genève. Moi, je n'irai pas jusqu'à insulter des politiques du rang de Vital Kamere et de Félix Tshisekedi en disant qu'on aurait monté un complot contre eux, qui n'aurait pas été à mesure de maîtriser. Ça, ce serait quand même une injure, parce que M. Kamere est sur la scène politique ici depuis très très longtemps. Et il en est de même en ce qui concerne Félix Tshisekedi. La notion même, penser qu'il y a un coup monté que nous aurions géré pour les mettre là où ils sont aujourd'hui, ne fait pas beaucoup de sens. En fait, ça fait rire. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre cette affaire. Nous sommes allés à Genève avec la mission de la population congolaise de sortir un candidat commun de l'opposition. Et nous étions à 4 de ce groupe de 7 qui étions encore en lice en ce moment-là, comme candidats au niveau de la CEDI.
Donc le candidat commun de l'opposition devait sortir de ce groupe de 4. Et la mission de sortir ce candidat commun revenait au groupe des 7 que nous étions. Alors, on a dit, et je crois que là, je ne fais que confirmer ce que vous avez déjà entendu, que nous avons procédé par vote à 2 niveaux. Au premier niveau, seuls les 4 candidats encore en lice avaient le pouvoir de désigner ce candidat par vote. Et nous avions l'option de présenter 2 noms par candidat de 4 que nous étions. Et évidemment, on ne pouvait présenter son propre nom qu'une seule fois. Le deuxième, au niveau du deuxième nom, il fallait désigner l'un des autres 3 candidats qui étions tous dans cette salle. Et comme vous le savez, quand vous avez 4 candidats, avec la possibilité de désigner 2 noms, vous vous retrouvez en fait avec 8 voix. Donc chacun d'entre nous a voté en toute indépendance et c'était un vote secret. Et les résultats, quand on a fait le dépouillement, étaient là. Monsieur Martin Fayulu s'en est sorti avec 3 de 8 voix exprimées. Monsieur Freddy Matungulu a également pu obtenir 3 des 8 voix exprimées et Félix et Vital Kamere s'en sont sortis avec une voix à chacun. Alors on nous dit aujourd'hui qu'il y avait eu un coup monté à ce niveau. Moi je n'arrive pas à voir exactement à quel niveau éventuellement ce coup monté pouvait se jouer. Parce que concrètement, si nous avons eu ce résultat, 3 voix pour Martin Fayulu et 3 pour Freddy Matungulu, c'est tout simplement parce que au niveau de Kamere et de Vital Kamere et de Félix Tshisekedi, ils ont pris soin de ne pas voter l'un pour l'autre, très clairement. Parce que imaginez un peu si Vital Kamere avait donné sa deuxième voix à Félix Tshisekedi, bon, du coup, Félix se serait retrouvé avec 2 voix. Et l'inverse, évidemment, aurait également été vrai. Si Félix avait donné sa voix à Vital Kamere, la deuxième voix, Vital Kamere se serait retrouvé avec 2 voix. À partir de ce moment-là, évidemment, on aurait eu une situation complètement différente du résultat auquel nous étions parvenus. Et peut-être que Martin Fayulu n'allait pas finalement s'en sortir comme candidat commun de l'opposition. Donc voilà un peu ce qui a été fait. Chacun de nous 4 qui étions encore en lice, avait la possibilité d'exprimer 2 voix, dont l'une éventuellement lui revenant. Et quand le dépouillement a été fait, comme je l'indiquais tout à l'heure, de ces 8 voix, Martin Fayulu en a pris 3. Moi, j'ai également obtenu 3 voix. Et il ne restait plus que ces 2 autres voix pour pour Vital Kamere et Félix Tshisekedi. À partir de ce moment-là, évidemment, les 2 étaient éliminés. Et donc, on est passé au 2e tour de cette élection. À ce niveau-là, il ne restait plus que Freddy Matungulu et Martin Fayulu, avec cette fois-ci la participation des 7 que nous étions. Et chacun de nous devait jeter son dévolu sur l'un ou l'autre. Et le résultat de cet exercice, vous le connaissez. Martin Fayulu a eu 4 de 7 voix exprimées. Freddy Matungulu en a eu 3 seulement. Voilà comment M. Martin Fayulu a été désigné, il faut le dire, élu candidat commun de l'opposition en toute transparence, parce que toutes ces règles de ces jeux avaient été définies clairement avant que nous ne passions évidemment à l'étape de l'exécution. Voilà ce que moi je peux dire. D'après les informations à notre possession, il y aurait eu passation d'une certaine manière des billets glissants et trébuchants venant d'un homme politique de grande renommée que je ne vais pas citer ici. Là-dessus, mon confrère Njonji a un peu plus de précision. Il va vous poser une question.
Merci professeur. Avant la question relative aux espèces sonnantes, comme l'a dit Luc Mikomo, au lendemain du retrait de sa signature sur TV5 Monde, Félix Tshisekedi a affirmé des choses très claires en disant que s'il n'a pas été élu candidat comme de l'opposition, c'est à cause de M. Matungulu qui l'aurait bloqué. Il vous a cité nommément. Qu'en est-il exactement? Première question. Deuxième, des sources concordantes, Félix aurait avancé que ce qui a été fait à Genève était contraire à ce qui était décidé à Pretoria, avant que vous n'alliez à Genève. À quel niveau ça a bloqué pour que les conclusions de Pretoria ne passent pas, pour vous privilégier un autre modus operandi? Ce qui les a gênés les deux, parce que à Pretoria, il a été convenu que ce serait lui qui vous allez désigner candidat, et à Genève, vous n'allez qu'entériner. Mais vous avez pratiquement charcuté les accords de Pretoria pour privilégier les modus operandi arrêtés à Genève. Et on dit qu'Alain Dos, de par sa fondation, aurait déboursé pour vous leaders de l'opposition, $1 million à chacun pour que Fayoulou sorte et pas Félix. Qu'en est-il exactement? À chacun d'entre nous. Mais ça, moi, je peux vous dire, c'est absolument du n'importe quoi. Je n'ai pas, évidemment, malheureusement, suivi la déclaration de Félix Tshisekedi sur TV5 Monde. Je me pose la question de savoir comment j'aurais pu le bloquer, hein, parce que nous étions, comme je l'ai dit, hein, nous étions dans cette salle, les règles ont été exprimées, nous avons voté, hein, chacun suivant la procédure qui avait été arrêtée. Je ne vois vraiment pas à quel niveau j'aurais pu bloquer Félix Tshisekedi, qui n'est pas un enfant. Je ne dirais pas que même c'est un enfant de cœur, non, absolument pas. Donc je ne sais pas très exactement ce que ça signifie. La vérité est que nous avons commencé ces travaux de recherche d'un candidat commun de l'opposition depuis plusieurs mois maintenant, tout le monde le savait. Et chaque fois qu'on évoluait dans les discussions que nous avions, il y avait, disons, une sorte de base qui était en train de se former. Mais il n'y avait pas de conclusion définitive à quelque étape que ce soit de ce processus. Sinon, bon, mais alors, si tout avait été réglé à Pretoria, pourquoi étions-nous allés à Genève? On était dans des discussions avec des ajustements qui se faisaient au fur et à mesure de l'évolution du dossier et des non-discussions. Et de façon ultime, nous avons abouti à ce procédé, le vote à 2 niveaux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est tout ce que moi je sais concrètement de ce qui s'est passé. Et quand on me parle d'1 million de dollars qui aurait été payé, que la fondation... D'abord, il n'y a pas de fondation à Landos. Hein. Il faut dire que c'est la fondation Kofi Annan qui est dirigée par M. Alain Dos. Et ça me fait rire aussi. Pourquoi? Parce que je sais que chez nous, tout le monde ici est habitué à ne vivre au niveau du pouvoir que de la corruption. On n'avance jamais dans un dossier sans corrompre quelqu'un. On n'arrive jamais à convaincre quelqu'un du bien fondé de sa démarche, de ce que l'on est en train de faire sans corrompre. On le voit dans la façon dont notamment M. Chadari est en train de gérer sa campagne. C'est des coups à coups de millions de dollars que tout se passe. Ce n'est pas cela la culture partout dans le monde et certainement pas au niveau d'une institution aussi respectée que la fondation Kofi Annan. En fait, c'est vraiment une insulte que de dire que la fondation aurait décaissé 7 millions de dollars pour acheter nos consciences, nous qui étions participants à ce processus. Ça, c'est du domaine tout simplement de la rumeur. Hein. Moi, j'étais là. Je peux vous le dire. Donc voilà, j'espère qu'avec ça, j'arrive au moins à couvrir certaines des préoccupations que vous avez exprimées. Je n'ai pas suivi l'intervention de Félix sur les antennes de TV5 Monde. Bon, mais je ne sais pas très exactement ce que ça signifie que pour le professeur Matungulu de bloquer Félix pendant ces travaux. C'est un concept que je ne comprends pas. Peut-être qu'un jour, il pourra à vous-même expliquer exactement ce qu'il entendait par là. Alors, professeur, moi je voudrais quand même revenir sur la question posée par mes 2 prédécesseurs. Vous dites que votre nom signifie Matungulu, on connaît l'oignon, et Mbouya-Mbouilankir, quelqu'un en qui on peut faire confiance. Alors, nous allons vous faire aussi confiance au cas où vous allez nous donner des réponses. Nous voulons savoir un détail. Quand vous étiez en Afrique du Sud,
est-ce que vous connaissiez la procédure qu'il y aurait un vote in fine pour désigner celui qui devait vous représenter? Bon, qu'à cela ne tienne, vous êtes déjà au niveau où vous avez désigné Martin Fayulu comme votre champion. Êtes-vous satisfait du choix que vous avez opéré pour l'alternance que vous avez promis à la population congolaise? C'est une question pertinente. D'abord, comme je l'ai dit, les discussions ont évolué dans le temps. Et il n'y avait pas de moment où on pouvait dire les choses sont figées, notamment en ce qui concerne la procédure de désignation de ce candidat commun de l'opposition. Tel n'était pas le cas en Afrique du Sud. Nous avions, et on était en train de discuter des critères, comment éventuellement nous allions procéder en termes de critères pour pouvoir désigner ce candidat commun. Et je sais qu'en Afrique du Sud, on a commencé une discussion qui n'était pas terminée. Et bon, les éléments, comme on le sait, quand on cherche le candidat à ce niveau-là, ça a un lien plutôt, c'est lié à l'importance politique des équipes, c'est lié à l'expertise, à la capacité des individus à pouvoir être en mesure de faire face aux difficultés que connaît le pays dans la recherche des solutions. C'est des questions tout à fait normales de cet ordre qui étaient discutées. Mais on n'était pas parvenu en Afrique du Sud à arrêter le procédé qu'on allait utiliser pour pouvoir désigner le candidat commun. Maintenant, après les faits, mes amis Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe évoquent énormément de choses. Dans certains cas d'ailleurs, ce n'est pas eux-mêmes qui parlent, il y a tout ce monde autour d'eux qui est en train de raconter énormément de choses. La vérité est que c'était des discussions en évolution et dont l'aboutissement a été réalisé à Genève. Voilà ce que moi je peux vous dire. Maintenant, en ce qui concerne le choix de Martin Fayulu, vous savez que nous autres, en tant que coalition Lamuka, en tant que groupe de 7, nous tenons beaucoup à ce que l'élection que nous allons avoir dans notre pays, compte tenu des enjeux, puisse être une bonne élection. Une élection dont les résultats reflètent véritablement la volonté et le choix de notre population. Et depuis plusieurs mois, avant même notre départ à Genève, nous étions en tant que groupe en train d'insister par conséquent sur la nécessité pour cette élection de ne pas se faire avec la machine à voter. Que nous devions nous battre jusqu'au bout pour obtenir le rejet, l'élimination de la machine à voter. Alors regardez un peu autour de nous ces 4 candidats qui étaient encore en lice que nous étions. Je parle de Martin Fayulu, de Vital Kamerhe, de Félix Tshisekedi et de moi-même. Vous nous avez suivis depuis plusieurs mois et vous connaissez notre position ou nos positions respectives sur la question de l'élection avec ou sans machine à voter. Quand vous avez fait le tour entre ces 4, dites-moi, d'après vous, qui était le plus déterminé sur la question du rejet de la machine à voter? Qui portait mieux cette conviction, la nécessité d'avoir une élection sans machine à voter, parmi les 4? Mais c'était bien Martin Fayulu. C'était bien Martin Fayulu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de lui en tant que candidat commun de l'opposition. Je vous pose la question de savoir aujourd'hui ce que la coalition Lamuka serait devenue si cet honneur d'être le candidat commun de l'opposition avait été donné à à Vital Kamerhe ou à Félix Tshisekedi. On serait où sur cette question aujourd'hui? Kamerhe et Félix Tshisekedi ont dit déjà clairement qu'ils vont aller à l'élection avec ou sans machine à voter. Ce n'est pas ça la position de la coalition Lamuka. De mon point de vue, quand vous prenez la majorité que nous étions de ce groupe de 7, au niveau de cette majorité, il était clair que le vrai porte-étendard de notre position, parce que c'est fondamental, nous voulons avoir une élection dont les résultats n'est pas contesté, une élection dont les résultats reflètent la position de la population congolaise, et nous ne pouvons pas y arriver si on va à cette élection avec la machine à voter. Et le champion de cette cause, mais très très clairement, c'est Martin Fayulu.
des 4 que nous étions. Ce n'est ni Vital Kamerhe et encore moins Félix Tshisekedi. Les choses, en tout cas sur cette question, en ce qui nous concerne en tant que groupe des 7, dans notre grande majorité, étaient très très claires. Oui, justement, le fait d'avoir désigné Martin Fayulu comme candidat unique ou commun de l'opposition exprime votre volonté ou votre détermination de ne pas aller aux élections parce que la machine à voter sera toujours là, elle est et elle y reste. Que répondez-vous à ceux qui disent que Martin Fayulu, c'est une volonté de ne pas aller aux élections? Non, mais absolument pas. Nous sommes déterminés à aller aux élections. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes finalement véritablement à la croisée des chemins. Parce que aller aux élections avec la machine à voter veut dire quoi? Veut dire légitimer Shadary, quelqu'un dont, avec son gouvernement, on connaît le bilan. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que la Kabylie, que Shadary puisse gagner cette élection dans ce pays. Et c'est ça plutôt la mission qui est assignée à la machine, c'est de faire gagner Shadary, alors qu'il ne les mérite pas. Il faut le dire très clairement. Ces gens de la Kabylie ont mis le pays à genoux. Par terre, aujourd'hui, il faut le répéter, qui est devenu la risée de tout le monde au niveau international. Et ils ne vont pas nous imposer le retour de la Kabylie et de Shadary en utilisant cette machine à voter. C'est pour ça que nous disons non à la machine à voter. Mais en même temps, nous savons que c'est très très important que nous puissions avoir cette élection, une bonne élection, pour que notre population puisse être à mesure de châtier. En ce qui me concerne, il ne s'agit pas simplement de sanctionner, mais aussi de châtier ceux qui ont si mal travaillé au point de mettre notre pays dans la situation finalement totalement inexplicable dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Et le plus difficile, c'est quoi? Si M. Shadary gagne l'élection, nous le savons, ce sera pour que finalement la Constitution puisse être totalement changée. Et en ce qui le concerne, le changement de la Constitution impliquera notamment la mise à l'écart de la population congolaise au niveau de la désignation du chef de l'État. Parce que pour eux, il s'agit de faire désigner le chef de l'État par le parti qui aurait la majorité au Parlement. Et donc, on mettrait hors jeu, quand il s'agit de choisir le chef de l'État, les souverains primaires. Pour un pays aussi important, nous ne pouvons pas accepter ça. Donc voilà un peu le danger. D'abord, on veut faire passer quelqu'un au bilan catastrophique avec son régime. Et puis des deux, une fois qu'ils seront de l'autre côté, ils entendent absolument tout changer de notre système politique pour que le chef de l'État puisse être désigné par un groupe de gens mafieux, facilement corruptibles, mettant ainsi hors jeu notre population. Il faut que la population congolaise reste le souverain primaire qui décide de qui va gérer ce pays au plus haut niveau, au sommet de l'État. Et ça, c'est très très important. Voilà l'essence de notre combat contre cette machine à voter. Alors, au-delà de la machine à voter, vous refusez également le fichier électoral. Et vous dites qu'il y a des électeurs sans empreinte digitale. Est-ce que par hasard vous êtes venu avec votre carte d'électeur sur ce plateau, professeur? Non, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi. Oui, parce que moi j'ai amené ma carte d'électeur et effectivement, il n'y a pas d'empreinte digitale sur cette carte d'électeur. J'ai demandé à Eric dit que chez lui non plus, il n'y a pas d'empreinte digitale. Mais si ce que vous recusez n'est pas corrigé avant la date, il nous reste à peine une dizaine de jours. Que va-t-on faire, professeur? Ce que nous sommes en train de dire est très très simple. C'est depuis plusieurs mois que nous sommes dans cette bataille pour qu'on trouve des solutions à ce problème. Un problème qui a été créé par une commission électorale nationale indépendante qui ne l'est que de nom et qui est en train de fouler aux pieds, on le sait, la loi même qui régit le processus électoral actuel. Notre ambition, c'est de mettre demain la République démocratique du Congo sur la voie d'une nouvelle gouvernance, respectueuse de l'état des droits, de nos lois et règlements. Et comment voulez-vous faire ce pas
si déjà dès le départ, vous voulez vous travailler dans l'illégalité complète. On sait que la machine à voter est très très clairement rejetée par la loi qui régit le processus électoral actuel. Donc on ne peut pas poser la question à nous qui voulons que la loi puisse être respectée, de savoir ce qui se passerait si, le moment venu, ceux qui sont dans l'illégalité devaient avoir la haute main là-dessus sur nous. Ce sont ces gens-là qui sont responsables du désordre et même peut-être éventuellement du chaos que ce pays va connaître si nous devons aller jusqu'au bout de leur logique. Et je crois que c'est important qu'on puisse le dire de façon très très claire et nette. Merci professeur. Ok, je reviens à la question fondamentale au niveau de la coalition. Elle était la Mouka à 7, maintenant il y a la Mouka à 5, il y a Cash avec Félix et Vital Kamere. Professeur, il y a toujours un bémol. Aujourd'hui, vous êtes en train de dresser le lit du FCC sans vous en rendre compte. L'opinion le dit clairement. Un royaume divisé est appelé à disparaître. Vous étiez à 7, maintenant il y a 5 d'un côté, 2 de l'autre. C'est-à-dire que Chadar est un boulevard pour lui, très simplement. Est-ce qu'il peut y avoir rapprochement entre le groupe des 5 de Genève et les 2, c'est-à-dire Vital et Félix? Il y a cette éventualité-là. Dans quelle mesure ça peut être possible? Ou bien on peut dire aujourd'hui qu'aller à Yat Est, ça sera 5 contre 2 et Chadar est seul. Là, je me dis peut-être la coalition de la Mouka ne va pas tirer son épingle du jeu. Deuxième question, professeur. À quel niveau exactement pensez-vous que l'élection du 23 décembre peut porter Fayoulou à la tête du pays? Il y a beaucoup de questionnements. Le clivage, il est déjà dressé devant, vous le savez. On dit Félix aura le centre avec tous les 3 Kasaï, Kamere aura son sud Kivu natal, et vous peut-être l'Équateur avec Bemba, Mouzitou, Fayoulou, le Bas-Congo et le Bandundu dans son ensemble. Est-ce que ce clivage-là profite à la coalition de la Mouka? Non, mais écoutez, d'abord, je crois que ce qui est clair, c'est que ce qui est arrivé le 12 novembre, est quelque chose d'absolument regrettable. C'est même plus que ça. C'est très dommageable pour nous en tant que peuple congolais. Nous sommes allés à Genève avec la mission nous confier par la population congolaise de revenir avec un candidat commun. Et cela parce que nous savons très très bien que quand on y va en ordre dispersé, on a un peu le sort que on s'impose à soi-même. Et donc, c'est absolument regrettable, il n'y a pas de doute là-dessus. Et en ce qui me concerne, jusqu'au tout dernier moment, si cette grave faute peut être réparée, il n'y a que nous, en tant que peuple congolais, qui en serions les bénéficiaires. Et donc, je ferai tout ce que je peux pour pouvoir aider éventuellement à faire évoluer les choses dans ce sens. Mais cela étant dit, ouvrir un boulevard à Chadari, ça veut dire quoi? On ne peut pas oublier le bilan de la Kabylie, même de Chadari lui-même en tant que ministre de l'Intérieur. Nous savons ce qu'il a fait. En tant que responsable numéro 1 de son parti politique, il a l'injure facile. Aujourd'hui, on a des éléments audiovisuels qui l'indiquent clairement. Ces messieurs n'est pas bien placé pour gérer ce pays au plus haut niveau. On va lui ouvrir le boulevard de quelle façon? Tout est contre lui. D'abord, non, c'est trop tard. Hein? Le bilan, son bilan est catastrophique. Le bilan du régime dont il est membre est catastrophique. Moi, je ne vois pas vraiment de quelle façon, même si nous avons une division au niveau de l'opposition, ceci aiderait la cause de Chadari. Si j'étais Chadari, et ça je lui donne le conseil, ce qu'il devrait faire, c'est de faire son mea culpa avec son régime, reconnaître qu'ils ont détruit ce pays, demander pardon et voter pour Martin Fayoulou. Ça, c'est ce que je dis. Ça, c'est de un. Maintenant, deux, en ce qui concerne un peu ces divisions dont vous avez parlé, avec Martin Fayoulou d'un côté, Félix Tshisekedi de l'autre et Chadari Ramazani de l'autre. En ce qui nous concerne aujourd'hui, je crois que si vous suivez un peu ce qui se passe à travers le territoire national, même en ces endroits, à l'est de la République notamment, que vous semblez donner sans analyse.
à Vital Kamerhe. Aujourd'hui, le champion au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est Martin Fayulu. Nous sommes tous là, on voit les images et nous avons évidemment une présence en ces différents endroits qui nous indique clairement que le peuple congolais a compris. Nous avons finalement trois grands groupes politiques aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler dans notre pays. Le premier groupe, c'est la Kabylie. On le voit avec son champion, Ramazani. On ne peut pas concevoir qu'un Congolais qui souffre dans sa chair, comme tous les Congolais, puisse voter, donner sa voix à Shadari. Et donc là, c'est quelqu'un qui est éliminé. Vous allez au niveau du deuxième groupe des politiques. Ça, c'est le groupe des gens qui n'ont pas le sens de la parole donnée, qui n'ont pas le sens même de la signature donnée. Et ça, c'est frais en nos mémoires. Ils sont allés à Genève, ils ont signé des documents de la façon la plus solennelle possible. Et le lendemain, moins de 24 heures plus tard, ils ont renié leur propre signature. Et aujourd'hui, ils circulent sur l'ensemble du territoire national en train de faire des promesses. Est-ce que notre population est bête pour ne pas comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à des messieurs qui ont plusieurs paroles à la fois en fonction des circonstances? Donc voilà ce que moi je dis. Mais non, non, ça c'est une histoire. Vous reviendrez sur la question. Donc voilà ce que moi je dis. Et en plus, ce groupe-là, aujourd'hui, ils ont aussi plusieurs identités. Ils ont des fréquentations la nuit qui ne sont pas forcément celles de la journée. Et la population congolaise n'est pas dupe. Elle sait exactement ce qui est en train de se passer. Et puis alors finalement, vous avez le dernier groupe. Le groupe Lamuka, qui a le sens de la parole, le sens de la dignité et le sens évidemment de la signature donnée. Et en plus, nous, dans notre groupe, nous avons l'expertise qu'il faut pour véritablement remettre ce pays sur la voie du progrès économique et social. Et ce n'est pas le groupe Shadari et même encore le groupe Kakash qui pourrait objectivement nous disputer les leaderships quand il s'agit de l'expertise nécessaire pour assurer une bonne gestion de ce pays. Donc voilà ce que nous disons. Et la population congolaise, je crois, très très lucide, elle le voit. C'est que les uns et les autres sont en train de faire et le moment venu, elle saura faire son choix et donner son verdict. Nous n'avons absolument pas de difficultés à ce niveau. Nous sommes confiants. Martin Fayulu aujourd'hui, en tant que candidat commun authentique, le seul de l'opposition, saura tirer son épingle du jeu. Il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Professeur, merci d'avoir clairement dit que la population n'est pas dupe, elle comprend ce qui se passe. Le troisième groupe. Mais curieusement, moi je voudrais être quand même pratique. Première préoccupation. Vous dites que vous êtes pour les élections, mais pas avec la machine à voter. Entre-temps, la CENI, avec à sa tête Corneille Nangaa, persiste et signe que la machine sera là pour nous aider à aller aux élections. Mais ne voyez-vous pas que vous voulez être propre, mais vous ne voulez pas que l'eau touche votre corps? Parce que pendant que vous parlez ici, nous n'aurons peut-être pas la possibilité de vous rencontrer pour vous reposer encore des questions. La population va vous suivre. Cette population-là qui est déjà alerte se voit empêchée par vous-même qui déclarez avoir pignon sur rue, de ne pas aller aux urnes parce qu'elle se dira nos champions ne veulent pas de la machine. On ira faire quoi là-bas parce qu'il n'y a que la machine là-bas. Vous les découragez. Auquel cas, vous n'aurez pas de voix. Non, non, nous ne décourageons pas la population. Vous savez, il s'agit ici d'un jeu de haute subtilité. Et on a besoin d'une très très bonne stratégie de haute facture pour pouvoir être à mesure finalement de donner à notre population une élection dont les résultats reflètera plutôt et sa volonté et son choix. Si vous y allez, comme on dit chez nous, ngoulou ngoulou, et vous vous retrouvez le 12 janvier 2019 avec Shadari à la tête du pays, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ce sera la dictature pure et dure, avec en plus les changements au niveau de la Constitution, finalement, qui vont finir par mettre la croix, donner la mort à ce pays. Et nous savons exactement ce que nous sommes en train de faire. Ce que moi je demande à la population, c'est de nous suivre de très très près. Nous savons qu'on peut trouver des contradictions en apparence dans le message que nous sommes en train d'envoyer à notre population. La population doit savoir que notre souci le plus important, c'est de lui donner la bonne élection. Nous ne pouvons pas mettre notre population en position
d'être l'accompagnateur ou l'accompagnatrice d'un scénario écrit d'avance qui donne Chadari champion avant même qu'on ait eu l'élection. Ça, nous ne pouvons pas le faire. Et donc, nous sommes en train de travailler, comme nous l'avons dit, et on ira jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, avec notre stratégie pour obtenir qu'à la fin, la population congolaise puisse avoir cette élection sans machine à voter, cette bonne élection dont nous avons tous besoin. Et s'il y a des évolutions au niveau de cette stratégie, en fonction de l'évolution sur le terrain, nous serons là pour pouvoir évidemment nous exprimer. La population congolaise doit nous suivre de très très près, nous faire confiance. Nous avons une seule finalité, obtenir la bonne élection qui lui permettra de sanctionner ceux qui ont détruit notre pays. Professeur, avant de donner la parole à mon confrère Luc Mikomo Kabongatr, je voulais signaler par ailleurs que cette population risquera de vous dire qu'elle n'a peut-être pas l'énergie électrique à temps plein, mais qu'à cela ne tienne. Je voudrais relever quelque chose. J'ai l'impression que vous mettez plus l'accent sur la présidentielle plutôt que la députation nationale également, parce que le gouvernement prochain qui devra venir sortira de la majorité parlementaire. Pourquoi est-ce que vous n'en faites pas écho largement ? Bon, peut-être qu'on n'en fait pas écho largement parce que plutôt que de parler, nous sommes en train de travailler. Parce que si vous prenez la coalition Lamouka dans son ensemble, avec les grandes composantes du groupe des 5 que nous sommes aujourd'hui, que ce soit au niveau d'ensemble, que ce soit au niveau du MLC, de la dynamique de l'opposition, vous ajoutez à ça nos amis du Nouvel Élan et de la Sienco, mon groupement politique, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir être à mesure d'avoir cette majorité au niveau du Parlement, pour être en mesure de gérer le pays au niveau de l'exécutif. Nous ne le disons peut-être pas beaucoup, mais nous n'y travaillons pas moins. Au niveau de toutes ces différentes composantes, les choses sont en train de se gérer de façon telle que quand le moment viendra pour nous d'avoir cette élection, la bonne élection, dont le résultat reflète la volonté de la population, nous serons présents aussi bien au niveau de la présidentielle qu'au niveau des législatives nationales. Professeur, vous avez dit tout à l'heure que dans l'Est de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu est champion. Mais nous avons vu Félix Tshisekedi est parti dans l'Est, Fayulu est parti aussi dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi avoir choisi cette partie? Ça c'est un. De deux, lorsque vous présentiez votre projet de société, vous avez été, j'allais dire le moins 10 ans, 74 milliards de dollars. Mais maintenant, votre coalition est à 120 milliards. Comment vous mettez en relation les 74 que vous avez proposés? On vous connaît comme économiste, ancien ministre, quelqu'un qui connaît le secret de la marmite de la République, avec ce que présente votre candidat. Est-ce que vous allez effectivement mobiliser les 120 milliards de dollars? Bon, ce qui est important de dire d'abord, c'est que pour partir du premier constat que vous avez fait, nous sommes allés à Béni, nous sommes arrivés à Béni aujourd'hui, le candidat commun, le seul, je répète, authentique candidat commun est arrivé à Béni aujourd'hui. L'Est de la République est une partie du territoire national qui nous tient tous véritablement à cœur parce que nous n'avons que des compatriotes martyrisés là-bas. On connaît les souffrances que nos populations de l'Est sont en train d'endurer et nous savons que s'il y a balkanisation du pays, probablement ou vraisemblablement, c'est de là qu'elle viendra. Alors que nous, on est convaincus que nous avons l'obligation de défendre notre territoire dans les limites de ces frontières de l'indépendance de 1960. Donc voilà un peu, ça c'est de un, c'est important que la balkanisation soit combattue, et évidemment défaite, ça c'est de un. De deux, nous savons aussi que nous voulons faire de l'économie, donner à nos populations l'opportunité d'avoir une activité économique avec des investissements et donc la possibilité d'avoir des emplois et de revenus nouveaux. Et on ne peut pas le faire si notre pays, même en partie, connaît des foyers de tension
du type que nous avons à l'est du pays. Donc voilà pourquoi c'est important ce qui se passe à l'est. Mais cela étant dit, comme vous le savez, nous allons couvrir l'ensemble du territoire national. Maintenant, sur la question des ambitions en matière de mobilisation de ressources. Hein, vous avez parlé de 120 milliards, en fait le dernier chiffre c'est 126 milliards, que vous comparez aux 74 milliards que nous avions retenus au niveau de la Sienco. Vous savez, dans cette affaire, il y a ce que vous avez appelé la marmite de l'État. Mais il y a aussi le potentiel que vous suscitez, que vous créez du fait de votre sérieux dans la gestion de l'État qui vous permet d'attirer des investisseurs en nombre pour pouvoir venir ici et finalement, grâce aux ressources, aux potentialités énormes dont regorge la République démocratique du Congo, pouvoir être à mesure de faire de l'argent et dans le processus de créer des emplois pour notre population. Quand vous examinez la partie qu'on appelle la marmite de l'État, c'est-à-dire les ressources internes mobilisées au niveau des non-régies financières en particulier, ce programme présenté par la coalition aujourd'hui, qui est porté par Martin Fayulu, fait des projections de l'ordre de 60 milliards de dollars sur les 126 milliards. Il y a un budget de l'État de l'ordre de 60 milliards de dollars en 5 ans, ce qui représente une moyenne d'autour de 12 milliards par an. Nous, en tant que Sienco, nous avions un budget de l'État qui était de l'ordre d'une cinquantaine de milliards. Et donc, il y a 52 milliards pour être beaucoup plus précis, une différence de 8 milliards. À ce niveau-là, je crois que même la coalition Lamuka a pris soin de rester le plus réaliste possible au niveau des ambitions quant aux possibilités de financement de l'économie à partir de 2019. Le reste, c'est un peu la vision des uns et des autres par rapport à ce que les investisseurs privés étrangers peuvent éventuellement faire, par rapport aux possibilités de mise en place de partenariats publics-privés, par rapport à la possibilité d'emprunt également de l'État au niveau notamment international. Et ce qu'il faut dire, c'est que si nous voulons véritablement aller dans le sens de réaliser ce programme, qui de mon point de vue est quand même ambitieux, de ressources, mobilisation de ressources de 126 milliards de dollars sur les 5 ans, nous devions être plus rigoureux dans la gestion de l'État, plus sérieux dans la gestion de l'État, parce que c'est de ce sérieux-là, éventuellement, que la confiance pourra renaître. Et je crois que c'est le message qu'il faut retenir. Plus, je dirais, ambitieux vous êtes au niveau de la fixation de vos attentes en matière de mobilisation de ressources, vous devez savoir que plus rigoureux, vous deviez également être au niveau de la gestion de l'État, au niveau de la finalement de la maîtrise des finances de l'État, tous ces développements qui sont à mesure de pouvoir finalement au niveau des investisseurs potentiels faire de vous une destination des choix pour les investissements étrangers, directs, même en partenariat avec l'État. Voilà ce que moi je dis. Merci professeur, peut-être c'est ma dernière prise de parole, on me dit qu'il reste très peu de temps. Professeur, vous me semblez un homme très bien informé. Tantôt vous avez parlé des fréquentations de jours et de nuits qui ne sont pas les mêmes. Professeur, il y a une opinion très acerbe et même critique qui estime que Félix et Vital Kamerhe feraient le jeu du pouvoir. De votre point de vue personnel, pensez-vous qu'il y aurait un deal entre la coalition cash de Vital et de Félix et le FCC? Moi, ce que je dois dire, c'est que j'ai été en contact avec Félix et Vital depuis plusieurs mois. On a travaillé ensemble dans la recherche de la solution à la question de la désignation du candidat commun de l'opposition. Depuis plusieurs mois, nous avons travaillé sur ce dossier et vous savez que le 11 novembre, il y a quelques jours, nous sommes arrivés à mettre en place, à tomber d'accord sur cette candidature commune de l'opposition, qui avait mis en avant, je le répète, M. Martin Fayulu.
Et je sais que nous étions en salle quand nous avons signé tous les différents documents qui reconnaissaient ces choix que nous avions faits. Et j'étais choqué, je dois vous le dire, que moins de 24 heures plus tard, que les amis aient décidé de renier leur propre signature. Et ça m'amène à me poser des questions. Et Félix et Vital étaient très au courant des enjeux, de ce à quoi nous faisons face. Et nous avons tous, à plusieurs reprises, entre quatre murs, rappelé les enjeux. Rappelé finalement le danger qui guette la nation. Et je ne peux pas comprendre que, de façon aussi légère, on prenne la décision de renier cette signature, sans même prendre la précaution de revenir à nous, en nous disant, nous avons rencontré des écueils au niveau de nos organisations politiques respectives qui nous décident aujourd'hui de reconsidérer la position que nous avions prise. Il faut bien qu'il y ait une explication. Et je me pose la question de savoir ce que peut être cette explication dans un contexte comme celui de la République démocratique du Congo où l'argent sale appartenant à l'État circule à tous les étages de la vie, de la société. Je me pose la question. Et je crois qu'il leur appartient à eux, au-delà de la petite explication qui a été donnée, de la base, de nous dire exactement pourquoi ils ont renié leur signature posée au bas d'un document aussi important pour l'avenir et le devenir de cette nation. Et je crois qu'ils vont avoir à répondre à l'histoire, devant l'histoire, à la nation, de ce qu'ils ont posé comme acte aujourd'hui qui remet quand même, dans une certaine mesure, en cause notre souhait d'avoir en 2019 à la tête du pays quelqu'un qui a le souci de cette nation et qui voudrait la sortir de la situation absolument inexplicable dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Cette question, elle est fondamentale, elle reste posée et il faudrait que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, il faudrait qu'ils puissent nous donner des vraies réponses à cette question. Professeur, vous ne parlez pas suffisamment du numéro de votre champion qui est Martin Fayulu, parce que vous êtes profondément contre que Ramazani Shadari puisse être victorieux au 23 décembre. Et les Congolais vont vous suivre. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'ils retiennent de votre propos d'aujourd'hui? Mais les choses, je crois, sont très simples. D'abord, c'est important que la population congolaise puisse véritablement savoir que nous sommes en train de jouer l'avenir de ce pays, ce mois de décembre ou pendant les prochaines semaines. Des deux choses l'une, ou bien on se fait mettre la corde au cou par la Kabylie avec une victoire de Shadari qui amènera le durcissement de la dictature dans ce pays et donc l'impossibilité pour nous de nous remettre sur la voie du travail. Ou bien nous restons lucides et nous suivons le message de la coalition, la Mouka, de très près, parce que nous avons une stratégie, une bonne, qui nous amènera à avoir la bonne élection qui permettra à la population congolaise, le souverain primaire, de châtier ceux de la Kabylie qui ont mis notre pays par terre et permettra à la nation finalement de se doter des dirigeants capables de la remettre sur la voie du progrès économique et social. Et ces dirigeants, ce sont ceux qui sont aujourd'hui dans les rangs de la coalition Lamouka. Professeur, nous vous remercions de tout cœur parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. En fait, on vous accorde une ultime chance parce que dans les décors derrière vous, c'est CNB Congo Nabiso, Congo Wetu, Congo Nabeto, et vous affichez comme ça emploi et pouvoir d'achat. Est-ce que vos ambitions de Congo Nabiso rentrent en osmose avec les ambitions de la Mouka? Dans quelle mesure? Si vous pouvez être vraiment laconique en 20 secondes, 30 secondes, et on a terminé l'émission. Mais très bien, je crois que le programme de la coalition Lamouka est exactement le même que celui de la Sienco. Vous vous rappellerez, dans le programme de la Sienco, nous avons parlé de la nécessité d'avoir un contexte, créer un contexte de progrès, pour que l'économie puisse fonctionner et aller dans le sens de la diversification. Ça, vous avez suivi le candidat
Martin Fayoulou le dire la semaine passée, c'est très exactement ce que nous retrouvons aussi dans le programme de la MOCA. Créer un nouveau contexte de responsabilité dans la gestion de la chose publique et puis alors diversifier l'économie pour créer des emplois pour notre population. Un autre élément important de ce programme de la coalition la MOCA, c'est la révalorisation de notre capital humain, c'est-à-dire un accent particulier sur le secteur de l'éducation. Et c'est ce que nous disons aussi. En tout cas, tant du point de vue du message que du point de vue de son focus. Nous avons un programme de la coalition La MOCA qui est tout à fait en cohérence avec celui de la CIENCO. Voilà ce que je peux dire. De tout cœur, professeur, je vous remercie. Sur ce plateau, j'étais avec Jean-Pierre Njonji de Canal Kin Télévision et avec Eric Iziami de Antena et moi, Luc Mikomo-Kabongatra de Congo Web. Merci de votre disponibilité. Merci surtout pour toutes les réponses que vous avez données aux questions que nous vous avons posées. Nous n'avons pas épuisé toute l'intelligence des questions qu'on devrait vous poser. Nous osons croire qu'une autre possibilité se présentera pour que nous approfondissions toutes ces questions restantes et nous serons toujours disponibles à répondre et à venir vous rencontrer. Cela dépendra de votre disponibilité. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour l'occasion de m'adresser à la population congolaise. Comme je l'ai dit, depuis que je suis rentré de Genève, je n'étais pas encore intervenu, en tout cas pas au niveau de l'audiovisuel. Je pensais que c'était important que je puisse donner mon son de cloche et ces choses faites aujourd'hui. Nous sommes dans une période évidemment riche en rebondissements de tous ordres sur le plan politique. C'est une période de campagne électorale. J'espère, comme vous, que nous aurons l'occasion une nouvelle fois de nous retrouver. J'espère que ce sera beaucoup plus, que ce sera bientôt, Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et à bientôt. Merci.